Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux Cœur, le podcast où le sort vous est favorable. Replongez avec nous dans l'univers Hunger Games et découvrez les secrets de Panem chapitre après chapitre. Bonjour à tous, moi c'est Arwen et je suis ravie de retrouver mes 3 alliés prêtes pour affronter l'arène, mais toujours en pyjama. Évidemment, comme toujours, je suis accompagnée par Claire. Salut! Amandine. Bonjour. Et May. Salut! Comment ça va les filles? Ça va bien et toi? Ça va super. Et toi? Bon oui, ça va, impeccable. Alors aujourd'hui, nous allons nous replonger dans le chapitre 15 de Hunger Games. La dernière fois, nous avions laissé Katniss inconsciente après avoir été attaquée par des guêpes mutantes du Capitole. Étonnamment, celles-ci n'avaient pas trop apprécié qu'elles balancent leur nid sur les carrières et Pita, qui dormait au pied de l'arbre où elle s'était réfugiée. Avant de laisser le micro à May, qui nous résumera la première partie du chapitre, on vous rappelle qu'il est tout à fait possible et probable que nous fassions référence à l'ensemble de la saga. Donc si vous voulez éviter les spoilers, mieux vaut mettre cet épisode en pause et revenir nous écouter une fois que vous aurez tout lu ou tout vu. Maintenant que vous êtes prévenus, May, dis-nous tout, est-ce que Katniss a fait des beaux rêves? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Katniss est là, quelque part, bloquée dans ses rêves. Enfin, plutôt cauchemar. Elle ne cesse d'avoir des visions de primes mortes, des visions de la mort de son père, et aussi de se voir elle-même être démembrée. C'est encore et toujours la faute des guêpes tueuses, conçues pour aller piocher dans les peurs les plus profondes. Bon alors évidemment quand on parle de ces bêtes tueuses, c'est impossible de ne pas penser à Pita, qui se fera torturer avec le venin par le Capitole après les 75e Hunger Games. Donc voilà, petite pensée pour ce qui va lui arriver, le pauvre, ça fait 2 fois qu'il se fait attaquer par les guêpes. J'allais dire, et en plus, du coup, maintenant que tu dis ça, c'est vrai qu'on pourrait se dire que Katniss, elle comprend encore mieux, en fait, sa douleur quand il est au Capitole et qu'il se fait torturer avec ça. Comme elle a déjà vécu un tout petit peu. Elle sait l'effet que ça fait. Elle sait que c'est puissant, même à petite dose. Ouais, et lui, c'est pire. Et sinon, dans le film, il n'explique pas que le venin agit sur les plus grandes peurs de la personne piquée. Il dit juste que c'est très douloureux et que ça provoque des hallucinations et parfois la mort. Mais il se contente de ça. C'est vrai que sinon, ça serait bizarre de se dire que sa plus grande peur, c'est César Flickerman. La phobie du présentateur télé. En même temps, avec ses cheveux bleus ou des fois rouges. Et ses dents ultra blanches. Et sinon, ce sérum qui pioche dans les peurs, ça ne vous rappelle pas un sérum d'une autre saga dystopique par hasard? Est-ce que ça serait pas dans Divergente par hasard? Oui. Après, j'ai hésité parce qu'il y a aussi dans le labyrinthe où ils ont un sérum du coup qui leur fait... J'ai pas lu le labyrinthe. J'ai lu aucun des deux. Il va falloir remédier à ça, les filles, c'est pas possible. Peut-être dans un prochain podcast. Ça peut être un podcast de découverte du labyrinthe. Je dis rien. Mais oui, je pensais bien à Divergente parce que j'ai pas lu le labyrinthe. Mais c'est intéressant, ça n'empêche que plusieurs sagas ont eu à peu près la même idée au même moment avec des sérums comme ça, des venins. Quand Katniss se réveille, elle est toute endolorie, tellement que ça ne sert à rien de faire le compte de tous les endroits où elle a mal. Il lui faut plusieurs minutes pour réussir à surpasser les effets post-venin. Elle boit lentement, elle s'assoit, et c'est à peu près tout. Là, j'ai ri toute seule parce que là où elle s'assoit, il y a marqué qu'il y a un scarabée qui rampe pas très loin et je me suis dit que Rita Skeeter s'était perdue dans l'arène. Bien vu.
Fais un petit article après pour la Gazette. Drôle de monde. Bah ouais. En immersion. Elle est en dans immersion dans l'arène. Ouais. Selon son analyse, ce n'est pas Rita Skeeter, et elle doit être là dans sa flaque d'eau depuis quelques jours. Pas moyen de savoir qui d'autre est mort. Elle se remémore les tribus présents lors de la chute du nid et espère que Roux était assez loin pendant l'attaque. Et Pita alors, on s'en fout? Alors moi, je vais pas réagir par rapport à Pita, parce que non, évidemment, on ne s'en fout pas. Mais j'ai juste remarqué une petite différence entre la version originale et la version française. Ah. Parce que dans la version française, ils disent que les guêpes n'auraient eu aucune raison de s'attaquer à Rue. Mais en VO, c'est écrit « They would have had to catch her ». Donc il aurait déjà fallu qu'ils l'attrapent. Donc, c'est pas tout à fait la même idée, quoi. Ouais. Katniss rampe vers un buisson de chèvrefeuilles situé pas très loin d'elle pour faire passer le goût désagréable qu'elle a dans la bouche. Elle prend pour cela une fleur dont elle va manger le nectar. Son goût sucré lui rappelle des souvenirs de sorties en forêt avec Gale, notamment d'une discussion où il lui propose de s'enfuir. On se rend compte que le souvenir ne date pas d'il y a très longtemps puisque c'est exactement le même dialogue que dans le chapitre 1, page 15 de l'édition basique, je peux pas vous dire laquelle, soit le jour de la moisson. En grand format. Ouais, en grand format. Moi, j'avais noté une récurrence dans la saga où il parle souvent quand même de s'enfuir dans la forêt. Je sais pas si vous aviez remarqué. Il y a la discussion entre Gale et Katniss, mais c'est aussi une discussion qu'il y a entre Lucy Gray et Billy Taupe dans le préquel avec Snow. Et après, il y a encore une fois cette discussion qui est mise sur le tapis quand Lucy Gray, elle veut partir avec Snow. Et je sais pas où je vais avec ce truc-là, mais je me dis, oh, ça revient souvent quand même. En fait, ils veulent tous s'enfuir de ce système, quoi, donc... En même temps, la forêt, c'est un bon endroit pour se cacher. Hein. Surtout aux États-Unis. Bah, ouais. Je crois qu'il parle beaucoup du territoire du Nord, ce qui serait une sorte d'équivalent du Canada, peut-être. Pour s'enfuir, ou peut-être il y aurait d'autres personnes encore. Et ça pose un peu la question de ce qu'il y a en dehors de Panem aussi. C'est vrai que ça, c'est un grand mystère. On sait pas du tout s'il y a d'autres pays qui ont survécu ou pas. En sachant que si on avait un préquel sur Plutarque, on aurait peut-être des réponses. Suzy, si tu nous entends. En parlant de Suzanne Collins, je suis encore tombée sur une vidéo avec l'annonce du prochain. Et je me suis dit, mais comment ça, on n'en a pas entendu parler? En fait, je suis tombée sur une vieille vidéo d'un poisson d'avril. J'étais là genre, mais ça suffit. On est le 15 mai, c'est bon trop sang. nul. C'est trop nul. Ça m'est arrivé aussi de tomber sur une vidéo du 1er avril. Je sais même plus sur quoi c'était, mais je commençais à me hyper. Et après, je vois dans les commentaires « Ah, poisson d'avril !» Et puis je vois que ça a été posté le 1er avril. Et ah, mais du coup, c'est faux. Mais c'est chiant quand tu vois ça 3 mois après. C'est bon, quoi. Mais oui. Ouais, j'exagère. Pourquoi c'est pas l'algo, 3 il mois le après. propose là? Oh. Bref. Nous, on en est à tout d'un coup. Ce n'est plus Gale qu'elle a en face d'elle, mais Pita. Katniss se rend compte qu'il lui a sauvé la vie. Elle cherche une explication logique à ce sauvetage. En vain. Elle se demande ce que Gale pense du geste de Pita. Moi, ce qui me fait rire, c'est que elle se dit que dans son esprit, Gale et Pita ne coexistent pas bien. Et je me suis dit, mais il n'y a pas que dans ton esprit, en fait, Katniss, qui coexistent pas. Quoique pour le moment, ils s'ignorent à peu près, non? Oui, bah, je pensais à la suite, c'est surtout ça. Bah puis ça fait un peu, il coexiste pas dans son esprit. Comme ça, c'est un peu genre, j'ai un chéri dans le nord, un chéri dans le sud. C'est... Katniss sort de sa rêverie et admire son arc et ses flèches fraîchement acquises. Comme on le disait dans un épisode précédent, le pu verdâtre n'est pas présent sur l'arc ni les flèches. Ce qui pose effectivement la question de la véracité du moment. Totale hallucination, exagération de la réalité, ou est-ce que c'est vraiment arrivé mais que la flaque a fait disparaître les traces de pu, en y laissant les traces de sang, donc peu probable.
Elle décoche quelques flèches afin d'en tester l'équilibre. Elles sont différentes de celles qu'elle utilise habituellement, mais ça ne devrait pas lui poser de soucis. Katniss se rend compte que les jeux prennent une nouvelle tournure. Elle n'est plus une proie, elle est aussi une chasseuse désormais, et elle se surprend presque à être impatiente de recroiser la route de Cato pour pouvoir lui tirer dessus. Elle se prépare à repartir. Il lui faut de l'eau et de la nourriture. Elle déclare avoir perdu le peu de kilos gagnés grâce à l'opulence des festins du Capitole, voire plus. Il lui faut aussi soigner ses plaies. Pour les brûlures, c'est bon, elle a sa pommade. Par contre, pour les piqûres, la pommade n'a aucun effet. Là, j'ai repensé à la conversation qu'on avait eue sur est-ce qu'il y a des nids de guêpes tueuses dans le district 12, parce qu'on sait qu'il y en a autour, mais on se posait la question de s'il y en avait un peu à l'intérieur ou pas. Et là, il y a marqué que la mère de Katniss connaît une plante pour retirer le venin. Et du coup, ça peut confirmer que parfois, il peut y avoir des nids dans le district et qu'ils soient retirés par des pacificateurs ou des habitants, mais en tout cas, ça confirme que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de croiser dans le district. Sauf si c'est des gens qui vont à l'extérieur et qui se font piquer à l'extérieur, peut-être. Oui. Ouais. On sait En pas. vrai, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait à l'intérieur aussi. Ouais. Hein. Les guêpes, elles vont pas se dire « Ah non, stop, on rentre dans le district, on s'en va !» Il y a un grillage. C'est pas un grillage. Il y a un grillage. On peut pas rentrer. Bah si, c'est comme le nuage de Tchernobyl, Ouais, hein, il s'arrête aux C'est ça. frontières. Ah, je pensais à la vanne de Gad Elmaleh, mais c'est à peu près pareil. Il y a du scotch, on peut pas terroriser. Je sais pas si vous avez la ref. Oui. Si. Pour ne pas se perdre, Katniss décide de reprendre le chemin en sens inverse. Celui qu'elle repère grâce à toutes les traces qu'elle a laissées. Si les traces sont si flagrantes, c'est étonnant que personne ne les débusqué. Sauf s'ils ont tous succombé à quelques jours de coma comme elle. Sur le chemin, elle abat un lapin et trouve un ruisseau. Elle profite du temps que prend la purification de l'eau pour piquer une tête, se laver et laver ses vêtements. Ensuite, elle met tout à sécher sur un buisson. Alors vraiment, j'aurais pas osé. Hein. Il suffit qu'un tribut arrive et la voilà à devoir s'enfuir en sous-vêtements, sans chaussures, sans protection, sans plus rien. C'est risqué quand même. Ouais. Je me suis fait la même réflexion en lisant. Et là, quand j'ai préparé l'épisode, j'ai relu ta phrase et je me la suis imaginée en train de courir en slip dans toute la forêt. Et je trouve ça extrêmement comique. Non mais vraiment, dans un contexte de survie, tu fais pas ça. Bah après, elle a dormi quand même pendant 2 jours sans que personne vienne l'embêter. Oui, en plus, oui. Ouais, ça me fait penser. J'y pense là maintenant, mais justement, j'écoutais du coup le 7e Harry Potter. Et ça m'a fait rire parce qu'à un moment, quand Harry et Ron et Hermione, ils arrivent à la chaumière au coquillage, après le manoir des Malfoy, Harry, il se dit « Ah, il faut que je me dépêche parce que j'aurai pas le temps de demander à Ollivander et Gripsec à propos des reliques de la mort et des Horcruxes. Donc il faut que je fasse un choix et tout. » Et puis à un moment, il te dit « Bon, bah, je vais quand même me laver avant. Hein. » On est pressé, mais quand même. Et du coup, je me suis dit « Mais en fait, là, il est en train de dire que c'est super urgent, qu'il doit faire un choix et tout. » Et puis il se dit « Bon, je vais prendre ma douche quand même. » C'est bizarre. Bref. L'hygiène avant tout. Ouais, c'est ça. Une fois sèche, elle reprend la route, tire sur une sorte de dindon et fait un feu. Camping classique, quoi. Soudain, un craquement la sort du silence. Elle scrute la forêt et aperçoit une petite botte derrière un tronc d'arbre. C'est Roux. Katniss se surprend à lui proposer une alliance. Roux finit par sortir de sa cachette et s'approche prudemment. Elle se rend compte que Roux est affamée et lui propose de venir manger avec elle. En échange, Roux lui indique qu'elle sait comment soigner ses piqûres. Et c'est comme ça que naît le duo Rounis. Voilà, c'est tout. Ah, c'était le cœur. Le cœur, c'était juste un cœur. C'était pour se rappeler de dire cœur. D'accord. Merci May. Claire, je te laisse prendre le relais pour la deuxième partie de chapitre. Hâte d'en apprendre plus sur l'histoire de Rue. C'est parti. Katniss se laisse tomber près du feu et retrousse la jambe de son pantalon. À sa grande surprise,
Rue commence à mâcher les feuilles pour en faire une bouillie avant de l'appliquer sur ses blessures. Alors, j'ai plusieurs points. 4 pour être précis. Le premier, déjà, c'est que dans les films, quand Katniss se réveille, Rue, elle est déjà là et elle a déjà mis les plantes sur les piqûres de Katniss. Donc, elle la voit pas mâcher. Justement, Rue qui mâche les feuilles. Oh my god, mais c'est dégueulasse. Peut-être elles ont bon goût, hein. Je peux pas passer à côté. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Ah, tu parles Et en puis termes d'hygiène, pas en termes de goût. Ben oui, évidemment, et surtout le... Mais non. Claire qui s'offusque pour le coup. En même temps, si c'est pour l'aider à moins souffrir, je pense qu'à ce compte-là, on s'en fout, quoi. D'où sort la... Qui a mâché la plante Ben non, parce que je me dis, les risques de transmission de maladies, enfin hygiène, c'est terrible. Il y a rien de Ok, on a pire. compris, Arwen ne partage pas sa salive. Mais non. Tu soignes pas comme ça. Bref. Voilà. Ensuite, j'ai remarqué que Katniss, elle a déjà fait le parallèle entre Rue et sa sœur. Et là, en fait, elle fait le lien avec sa mère. Je trouvais ça intéressant, dans le côté soigneur. Donc elle fait un peu le tour de la famille. C'est un beau parallèle en plus. Mhm. Et enfin, le dernier point là-dessus, c'est que Rue, elle a déjà croisé beaucoup de nids de guêpes tueuses dans son district. Elle nous le dit. Mais du coup, vous pensez qu'elle s'est déjà fait piquer? Qu'elle a l'air d'être un peu experte là-dessus. Mais tout à l'heure, Katniss, elle disait qu'une seule piqûre pouvait la tuer. Donc je sais pas. Après, pardon, mais Katniss, c'est pas toujours la plus fiable. Hein. Tu penses qu'elle a fait la Marseillaise encore? C'est possible. Je sais pas. Même sur les effets des piqûres, c'est pas exactement de mémoire, c'est pas exactement la même chose qu'elle vit que ce qu'elle s'attendait à vivre et tout. Donc je sais pas trop. Après, peut-être juste que Rue, elle sait soigner parce qu'effectivement, elle y est confrontée et elle sait qu'il faut agir vite, elle sait les bonnes plantes et elle sait qu'il faut retirer le venin rapidement et absorber et tout parce que justement, ça peut être mortel très rapidement. Bon, elle est peut-être pas si marseillaise que ça. Je peux retirer ma critique. Elle soupire de soulagement en sentant la douleur être drainée hors de sa plaie et supplie presque Rue de s'occuper des piqûres sur son cou et sur sa joue. Je note aussi qu'on a la réponse à une question qu'on s'était posée dans un chapitre précédent. Le fait d'enlever les dards a bien aidé à ce que Katniss survive. Katniss remarque une brûlure sur l'avant-bras de Rue, et comme pour consolider leur alliance naissante, elle lui applique la pommade envoyée en cadeau par ses sponsors. Rue lui fait la remarque qu'elle a de très bons sponsors, car elle n'a rien reçu depuis le début des jeux, mais Katniss la rassure en lui disant qu'elle recevra sûrement quelque chose quand les parieurs verront à quel point elle est futée avec l'approche de la fin des jeux. Est-ce que vous pensez que les mentors du 11 ont préféré concentrer tous leurs cadeaux sur un seul des deux tribus, donc Tresh, ou est-ce que c'est Katniss qui est exceptionnellement privilégiée et ceux du 11 ils reçoivent rien du tout? Et aussi je me dis, mais ça doit être une torture en tant que mentor quand tu dois sciemment privilégier un des deux tribus plutôt que l'autre, si les ressources elles sont limitées. Moi je pense que les districts ils sont trop pauvres pour pouvoir donner des cadeaux, ou alors il faut que le district entier se cotise. Et du coup, certainement que s'ils se cotisent, ils peuvent offrir un seul truc et pas plusieurs, donc ils gardent peut-être pour la fin. Et moi, je me demande si c'est pas plutôt, comme on voit dans le film avec Haymitch, ou si c'est pas plutôt les gens du Capitole qui offrent des cadeaux, et que comme Roux, elle s'est cachée dans les arbres, elle a été discrète, donc pour le moment, en fait, personne ne l'a assez vue pour pouvoir lui offrir quelque chose. Ouais, c'est possible. Moi, c'est ce que je me dis. Ouais. Et après, on voit que de toute façon, bah, c'est ce qui rend un peu Haymitch fou, hein, devoir s'occuper des tribus sans pouvoir vraiment les aider, quoi. Ouais. Surtout, on a l'air de le voir bien batailler pour le pot de crème de Katniss, alors que Katniss, elle a
Elle a eu une bonne note, on la voit souvent, c'est un peu l'un des personnages principaux, on va dire, de la reine à ce moment-là. Et il a l'air de batailler quand même pour lui offrir quelque chose. Alors, j'imagine même pas Roux qui est juste caché dans son arbre. Ouais. Puis je me pose la question s'ils enverraient... Enfin, je crois que pour le district, ils se cotisent pour le pain qu'ils envoient après. Ouais. Mais je me pose la question si c'est pas Tresh qui a tout reçu en termes de Ouais, parce que plus fort. sponsors. Mm. Bah, il a eu Ouais. une bonne note à l'entraînement, il est toujours en vie, il a toutes ses chances. Ouais, c'est un bon pari de lui offrir des cadeaux à lui. Puis en plus, si tu dis que le district s'est cotisé pour offrir du pain, ça veut dire que déjà, rien que du pain, ça doit être super cher à offrir. Alors, une crème qui te guérit des brûlures, ça doit être exorbitant. Les districts sont incapables d'offrir ça, c'est pas possible. Oui, ça c'est un cadeau du Capitole. Hein. Ah bah oui. Bah, en plus, les cadeaux coûtent de plus en plus cher au fur et à mesure, non ? Ouais. Ouais, donc en plus. Rue demande à Katniss si elle était sérieuse pour l'Alliance. Elle acquiesce, se disant qu'elle l'apprécie, lui fait confiance et surtout qu'elle lui rappelle Prime. Je m'attendais pas à ça. Enfin ! Je croyais que c'était l'alarme de Katniss la parano qui allait retentir. Ah non, elle est après celle-là. Enfin, elle fait confiance à quelqu'un et enfin, elle dit qu'elle aime bien quelqu'un. C'est quand même assez fou. Et c'est une personne qui lui rappelle sa sœur, quoi. Elle va pas trop loin non plus, hein. C'est pas... Ouais. Oui, c'est vrai. Je crois qu'elle mentionne en tout cas dans le film, c'est le cas, parce que j'ai vu l'extrait tout à l'heure, dans le tour de la victoire, là, quand elle passe dans le 11, elle dit que Rue, c'était son amie. Ce qui est quand même quelque chose d'énorme pour Katniss. Imaginez On va pas Madge se qui mentir. voit ça à la télé, qui dit « Comment ça, c'était son ami ?» Et moi, alors? Après, Madge, elle a pas officiellement eu le râteau de l'amitié, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai. Katniss mentionne qu'Haymitch est très certainement en train de s'arracher les cheveux à la voir conclure cette alliance. Moi, j'en suis pas si sûre, parce que, vu celle qu'il avait conclue dans sa propre édition, enfin, ça m'aurait pas étonné qu'il accepte l'alliance. Vous en pensez quoi ? Oui, après, on voit par exemple dans l'édition suivante qu'il est un peu agacé que Katniss choisisse les plus pourris. Ouais. En apparence, Entre en tout guillemets. cas. Voilà. Donc bon, peut-être qu'il a un peu cette réaction. Mais moi, ce qui m'a fait un peu rire, c'est que en fait, c'est une particularité de la version française. Parce que dans la version originale, elle s'imagine pas Haymitch s'arracher les cheveux, elle s'imagine juste simplement grogner un peu, quoi. Ce qui est drôle aussi. Ce qui est drôle aussi. Mais ce que j'imagine un peu mieux, tu vois. Ouais. J'imagine un peu plus cette réaction en mode... Et du coup, j'ai noté que intérieurement, ça lui rappelle peut-être son édition, à Haymitch, mais que je suis pas sûre que ça lui fasse plaisir parce que les temps ont changé. Et là, ça n'a pas été prévu en amont, alors que lui, son alliance, ça a été prévu bien en amont. Et là, Katniss a fait une alliance qui est clairement affective. Et je pense que Haymitch la connaît quand même déjà assez bien. Et c'est sûr que la mort de l'une va être dure à surmonter pour l'autre. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Puis surtout, ils étaient un grand groupe dans l'édition de Haymitch. Ils étaient pleins à être ensemble. C'est pas juste deux outcasts, quoi. Ouais. Voilà, ouais, c'est... Après, elle est quand même bien placée pour se dire que ceux qui sont tout jeunes et tout, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ont rien à apporter à l'Alliance aussi, donc... Mais après, maintenant, il a assez d'expérience aussi pour savoir que les plus jeunes, en général, ils finissent... Enfin, ils meurent en premier, quoi. Bah, on a quelques contre-exemples, hein, mine de rien. Parce que Rue, elle finit 7ème, je crois. Ce qui est déjà honorable sur 24. Et on a Welly qui finit 3ème. Alors Welly, dans le deuxième préquel, elle est pas... son âge n'est pas mentionné, mais vu l'actrice qu'ils ont castée pour le film, elle a 11-12 ans, quoi. Enfin, après, voilà, ça fait 2 exemples en 74 ans, quoi.
Oui, bon, d'accord. Bah, il y a aussi Finnick qui était quand même relativement jeune et lui il a 14 gagné. ans. Il avait C'est 14, vrai. 14 ans. hein. Ouais, il était un petit peu plus âgé quand même. Mais ouais. Ouais, un tout petit peu, mais c'est à 2 ans près, parce que là ils ont quoi, 12. Elle a 12 ans, Ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. donc il y a 2 ans de plus avec Finnick. Mhm. Après, pour Phoenix, c'était vraiment considéré comme exceptionnel, donc je sais Ouais, pas. c'est le seul, je crois, hein. C'est le plus jeune en tout cas. Ouais. Je crois que je vais jamais m'y faire, mais du coup, pour moi, à chaque fois, il démarre les Hunger Games à 11 ans. C'est pour ça, à chaque fois, je fais, ouais, il a 11-12 ans. Je sais jamais lequel des deux. C'est à partir de 12 ans. Faudrait que je le note sur mon post-it avec les districts. Et le nom du deuxième préquel. Du Amandine premier. sort de ce corps. Elles se serrent la main pour sceller leur accord et partagent entre elles des racines faramineuses qui goûtent le panais. Et, en plus, l'espèce de dindon sauvage plus communément appelé dans le district 11 Ryan Gosling. Le retour. C'est ce que j'ai noté. Et moi je reviens sur un truc que t'as dit. Mhm. T'as dit qu'il goûte le panais. C'est une expression de chez toi. Bah non, c'est quand tu dis que quelque chose goûte tel goût. Ça, vous dites pas ça? Non. Mais ça me choque pas, mais je l'utilise pas trop non plus. Et quand tu l'as lu, je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Ouais, en fait, au final, effectivement, je ne sais... Enfin, attends. Le verbe... Bah oui, je goûte. Mais c'est pas dans le même... Parce que là, genre en mode le verbe goûte. Le verbe goûter existe. Bah oui, je goûte. Mais là, c'est qui a le goût de... c'est peut-être pas très officiel, hein. Je sais pas si c'est très... Dites-nous en Je sais commentaire pas si si vous aussi l'Académie vous dites qu'il française goûte. approuve. Rue dit à Katniss que c'est la première fois qu'elle peut manger une cuisse entière de Grousling pour elle toute seule, car il n'en attrape que rarement dans le 11 quand il travaille dans les vergers. Katniss lui tend la deuxième avant de s'étonner. Mais le district 11, c'est celui des vergers, du coup. Mais ils sont pas censés manger un peu plus à leur faim que dans le 12 ? Rue lui explique que non, qu'ils n'ont pas le droit de manger les récoltes sous peine d'être fouettés en public. Katniss ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec le district 12, où les flagellations publiques existent, bien que rares, mais où les autorités sont plutôt laxistes puisqu'elles bénéficient du braconnage de Katniss et Gale. J'ai noté que c'était quand même fou, autant de différences de traitement, ou en tout cas d'organisation, au sein du même pays. Ouais, chaque district a vraiment sa façon de faire. Ouais, c'est ça. Et puis, même à certains niveaux, enfin, il y a carrément une différence de niveau en termes de traitement, enfin de traitement et de sanctions, quoi. Parce que dans le 12, c'est un peu, ouais, vas-y, tranquille, file-nous un lapin et on n'en parle plus. Puis alors, dans d'autres cas, par contre, ils rigolent pas. Bah après, c'est vrai que ça paraît pas étonnant parce qu'on sait qu'ils sont vraiment très isolés. Enfin, tous les districts, voilà, c'est leur propre pays, entre guillemets, finalement. Donc, Ouais. ils ont chacun un peu leurs règles internes, quoi. Après, c'est officieux En parce qu'ils sont fonction pas censés fonctionner comme ça. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu comme les États aux États-Unis où ils ont pas tous les mêmes législations ? Oui, c'est vrai. Ouais, si, il y a une législation fédérale et après les États qui ont leur propre loi aussi. Et moi, je me suis dit, on sait quand même que Snow, il a un lien particulier avec le district 12 et qu'il garde un peu un œil dessus. Donc, est-ce que ça vous paraît logique qu'il laisse faire un peu ce laxisme là-bas, quoi ? Tu penses qu'il a encore un œil dessus ? Il essaie pas de s'en détacher ? Bah moi, j'avais l'impression qu'il garde quand même un intérêt particulier. Ouais. Mais je sais pas. Bah, je suis plutôt d'accord avec Amandine. Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est plus le district 12 qui se rappelle à lui que lui qui se focalise dessus. Vu qu'à chaque fois, ils sont toujours un peu sous les radars et tout. Ouais, Ouais, tu penses ? Ou alors, là, pour le coup, ils surveillent très mal. Hein. C'est possible aussi. ouais. Moi, ça me donne l'impression qu'il essaie de s'en détacher et du coup, quand il y a quelque chose qui en ressort, comme Katniss qui ressort par la fille du feu, par sa prestation devant les juges et dans l'arène, de suite, là, effectivement, il va regarder parce que il se méfie peut-être.
Mais je pense pas qu'avant, il surveille. Ouais, ils voient peut-être juste quand il y a des... Enfin, je vais dire des reportages, mais il n'y a pas forcément de reportages faits dans les districts. Mais ou alors les images de la moisson, où là, ils guettent un peu pour voir comment que ça va, si tout le monde reste bien sous sa coupe. Ouais. Parce que je me demande si c'est pas au moment où Katniss se porte volontaire, dans le film en tout cas, parce que dans le livre on sait pas, mais je me rappelle plus si c'est à ce moment-là où dans le film il regarde justement les moissonner en direct, et au moment où Katniss se porte volontaire, en fait il se redresse, et vraiment là va falloir que je me méfie de celle-là. J'ai souvenir de ça, mais dans la parade. Ah, peut-être dans la parade, mais j'ai un souvenir où vraiment on le voit, il se redresse, il fronce ses sourcils en mode oh, c'est là, j'ai intérêt à faire gaffe. Ouais. Et moi j'ai noté un autre truc quand même, c'est que Rue mange plus à sa faim dans l'arène que dans son district. Ça montre quand même le niveau du pays dans lequel elle vit. Et puis c'est tellement pas logique en plus, parce qu'elle travaille dans les champs, c'est des métiers, ou en tout cas des missions qui sont hyper dures physiquement, et tu les sous-nourris. Alors elle précise bien que quand même les moments de moisson, ils sont un peu plus nourris, mais de là à être capable de supporter physiquement une journée de travail comme ça, c'est irréaliste, quoi. Enfin, franchement, il les tue plus qu'autre chose, même au boulot. Après, si t'as plus de main-d'œuvre, de mon coco, t'as plus qu'à te retrousser les manches et y aller, hein. Ouais, mais je pense qu'ils doivent compter sur le fait que ils auront toujours suffisamment de main-d'œuvre. Enfin, ils font des enfants, etc. Et tout le monde est interchangeable, en fait. Non, mais là, quand même, s'ils sont encore moins bien nourris que dans le 12, alors que dans le 12, ils crèvent déjà tous de faim. Bah, même dans le... Je crois que c'est mentionné plus tard dans le livre. Thresh, il a l'air mieux nourri dans l'arène qu'à l'extérieur aussi. Ah, les pauvres. Je trouve toujours ça hyper intéressant de voir Katniss entrer en contact avec des personnes d'autres districts, car ça la confronte toujours entre l'idée qu'elle se fait de ces districts et la réalité. C'est d'ailleurs un élément qu'on va retrouver pendant la tournée de la victoire dans le tome 2, lorsqu'elle se rend compte que les habitations du 11 sont encore plus vétustes que celles dans la Veine. Du coup, on en revient à ce qu'on se disait juste avant aussi. Et on y retrouve aussi donc un marqueur de la manipulation du Capitole, garder les districts séparés pour entretenir une rivalité, selon laquelle ils vivraient plus confortablement, même si c'est faux et même si c'est parfois que pour des miettes. C'est ce qui s'appelle diviser pour mieux régner. Elle continue de comparer leurs districts, Katniss expliquant qu'ils n'ont pas accès au charbon qu'ils récoltent, sauf s'ils l'achètent, et Rue, de son côté, explique qu'ils ont parfois accès à plus de nourriture pendant les récoltes, pour qu'ils puissent travailler plus longtemps, donc c'est ce que tu nous disais, May, tout à l'heure, et que l'école n'y est pas obligatoire à ce moment-là. Et là, Katniss, elle se fait la réflexion que toute leur discussion, elle est probablement pas retransmise, parce que les juges, ils veulent pas trop montrer ça. Et je suis d'accord avec elle, ça m'étonnerait que Seneca et compagnie soient très contents de diffuser ça devant tout Panem. Bah, je pense pas non plus. Et je suis en train de me poser une question. Si tout le monde, à ce moment-là, s'amuse à parler de sa vie plutôt que de s'entretuer, qu'est-ce qu'ils diffusent? Les oiseaux, les gémoqueurs. C'est ça. Un petit reportage Arte sur la reine. C'est un peu comme dans les émissions de télé-réalité où quand il se passe rien, bah tu filmes juste une pièce vide où il y a personne dedans. Tu mets la météo de Flickerman. Ah bah ouais. Là, je les imagine, c'est alors là, t'as Rue et Katniss qui discutent. Là-bas, t'as Thresh tout seul dans son champ. Là-bas, t'as les carrières qui dorment. sont peut-être les carrières qui dorment ou qui discutent aussi un peu quand même de leur district respectif. La renarde, elle est solo dans son coin. Bon, bah t'es là, qu'est-ce qu'on diffuse? Eh ben, on va diffuser un arbre. Ça sera super. Et moi, je trouve que c'est le bon moment pour la météo. Ah ouais, refondé. Ouais. Ou ils montrent d'autres moments qu'ils n'ont pas montré, genre un tribu qui taille du bois, ou je sais pas, mais qui s'est passé qui est plutôt pas dans en la direct. journée. Ouais, oui. Ou le best-of de la journée. C'est ça, Oui. le best-of. Ils font des Aussi. rediffusions des morts, un récapitulatif morts. de tous les morts qui sont déjà passés. Parce que là, quand même, c'est vrai qu'au niveau action, c'est pas Jojo, hein. Je me demande s'ils ont pas une sorte de Twitch des Hunger Games, genre une chaîne où ça passe en direct et tu peux changer de
de tribus. caméra. Ouais. Oh, wow. Je pense qu'il y aurait moyen de se faire beaucoup d'argent avec ça. Mais est-ce que ce serait très Ah, mais bon? c'est tendu C'est un aussi. peu risqué aussi. C'est hein. vrai, c'est risqué, parce Ouais. que tu choisis de regarder un tribut qui va dire des trucs problématiques à ce moment-là. Enfin, problématiques pour le Capitole, j'entends. Le temps que tu coupes le serveur. Non, on diffuse pas ça. Mm. C'est ça. Hein. Je les vois tous arriver sur Twitter en disant oh là là, regardez, il s'est passé ça, et ils ont coupé direct après qu'elle ait dit ça, le live stream. Moi, ça me fait penser à Loana et Charles-Édouard dans la piscine. Coupez-moi ces serveurs, vite. C'est en direct. Katniss et Rue déballent ensuite toute leur nourriture qu'elles répartissent équitablement. Des biscuits, du bœuf séché et du gibier pour Katniss, et une quantité impressionnante de racines, noisettes et de végétaux, dont des baies, qui, contrairement aux baies de sureau mortelles, sont bien comestibles, elles. Wink wink. Alors moi, ça m'a fait rigoler parce que en version originale, c'est bien écrit I've been eating them for days. Donc ça fait des jours qu'elle en mange. Ce qui est rassurant, puisque ça veut dire qu'on est certain qu'elles sont comestibles. Alors qu'en version française, elle dit juste qu'elle pourrait en manger pendant des jours. Donc oui, c'est bien, mais est-ce que t'en as vraiment mangé? Est-ce que t'es sûr que c'est celle-là? C'est un peu moins rassurant, quoi. Rue, malgré son empressement à quitter la corne d'abondance, s'est montrée très ingénieuse, et elle a pu récupérer une paire de chaussettes de rechange, une petite outre qui est, si comme moi vous ne le saviez pas, une sorte de gourde en cuir et non pas un petit animal qui vit dans l'eau. Il manque une lettre. Oui, c'est ça. Et elle s'est confectionné un couteau en silex ainsi qu'une fronde. Ça m'a fait rire ta petite remarque parce que moi aussi j'ai cherché le mot outre et pas longtemps après dans ma lecture je suis tombée sur le mot outre dans un autre livre. Voilà, ça m'avait fait rire. Est-ce que quand t'as cherché toi, et que tu l'as vu toi aussi, ça t'a fait penser à Astérix? Ah non, mais ça aurait pu. J'ai l'impression qu'ils boivent dans des outres aussi. Ouais, on dirait, ouais. Katniss sort de son côté ses lunettes de soleil et là, elle découvre qu'il s'agit des lunettes de nuit. May aussi. C'est pour May. C'était nécessaire. Rue lui explique qu'ils s'en servent au verger lorsque la récolte s'éternise et ajoute qu'un jour, un garçon handicapé mental, nommé Martin, a été exécuté pour avoir volé une paire dans le but de s'amuser avec. Cette histoire choque Katniss, qui encore une fois compare la situation à celle du 12, où Sae Bouiboui a une petite fille handicapée, elle aussi, qu'on considère à la plaque comme une mascotte. Ouais, cette histoire, ça montre bien quand même qu'il fait pas bon d'être handicapé dans les districts. Ouais. Bah ouais. C'est pas... Ils sont pas très friendly. Mais surtout, il y a marqué, en parlant de la petite fille de Sae Bouiboui, qu'on lui jette les restes. Mais pardon, qui fait ça? Ça va pas la tête. Ça m'a choquée aussi. C'est Jacouille, quoi, la pauvre petite fille. Pardon pour mes rêves de Mais du qualité. coup, maintenant, je vois Jacques. Après, en c'est sur soi, Internet. finalement, là-dessus, elle a la chance parce que Katniss, elle était au bord de la mort et à part Pita, il y a personne qui lui a acheté les restes, quoi. Donc, Oui. Bah ouais. Bah oui, mais elle est pas mascotte. Mais je sais pas, la phrase m'a vraiment fait bizarre. On lui jette les restes, des petits trucs comme ça, ok. Mm. Mais surtout, elle a l'air de trouver ça normal qu'on lui jette les restes en plus. Moi, j'avais noté que Enfin, je sais pas si t'avais fini, Claire. Moi, j'avais pas commencé. Ah, mais je passerai après vous, vas-y. J'avais noté deux trucs, du coup. C'est pas précisé que Martin était handicapé mental, mais c'est exactement ça, parce que c'est décrit comme juste dérangé et se comporte comme un enfant de 3 ans. J'ai dit, mais le pauvre. Et après, j'ai noté, en rapport avec ce que tu avais écrit pour les lunettes de nuit, le fameux passage où si j'aurais un cerveau, m'aurait empêché de dire des bêtises lors de l'épisode 11. Voilà. Toi, tu voulais dire quelque chose, Amandine? Oui, par rapport aux lunettes de nuit aussi, parce que ça m'a fait rire. Parce que Rue lui dit que c'est des lunettes de soleil qui s'en servent pour prolonger lunettes de la nuit. cueillette le soir et tout.
Et après, Katniss lui demande « Mais à quoi servent-elles ?» Et je me suis dit, c'est un peu l'équivalent de Harry qui demande que cherche à faire Simus avec la formule « Change ce verre d'eau en verre de rhum ». Pour moi, on est sur le même niveau de réflexion. Est-ce que ça veut dire qu'aucun des deux n'avait sa place à Cerdoc? Peut-être. Du coup, moi, j'ai mis un propre cœur dans mon propre paragraphe. Mais je me suis dit, justement, pour revenir avec cette histoire de handicap, déjà, la remarque de Katniss est hyper validiste, et c'est pas la première fois qu'elle le fait. Il y avait le garçon du district 10 avec son pied beau, etc., qui la marque. Et je trouve qu'il y a une belle évolution dans la saga par rapport à ça. Parce que dans la première trilogie, le handicap, c'est pas forcément... Enfin, je trouve qu'avec nos yeux de maintenant, ça fait un peu bizarre. Comme là, on a tiqué sur le fait qu'il lui balance de la nourriture, ou des trucs comme ça. Mm. Et je trouve que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment amélioré avec les préquels, notamment dans le film du premier préquel. Donc, attendez, je sors mon post-it. Celui où il y a un oiseau qui chante. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Où justement ils ont un casting avec des personnes qui sont handicapées et je trouve la représentation dans le film vraiment très très bien et je suis très contente que la saga ait évolué là-dessus au fur et à mesure, surtout que le handicap il a une place qui est hyper importante entre les handicaps mentaux avec le trouble de stress post-traumatique et les handicaps physiques, par exemple Pita qui va perdre une jambe, etc. Enfin... Je suis vraiment contente de l'évolution de la saga là-dessus. Voilà, pardon, j'ai fini mon petit laïus. Elles continuent leur route ensemble, longeant le cours d'eau avant de s'installer ensemble sur une fourche dans un arbre et dans le même sac de couchage. Une fois la nuit tombée, l'hymne retentit. Aucun mort cette nuit-là. Mais Katniss en profite pour demander combien de nuits elle a raté. 2 en tout, et seules les filles du 1 et du 4 sont mortes. Ils ne sont donc plus que 10 en tout dans l'arène. Un petit point film, là en fait, juste la différence, c'est que Katniss, elle se cache pas dans le film pour demander combien de temps elle est restée inconsciente et ce qui s'est passé. Alors que dans le livre, c'est vraiment dit qu'elle attend qu'on l'entende pas avec Lynn, etc. et puis qu'elle chuchote. Là, dans le film, elle parle normalement. Osef. Katniss profite de l'hymne et confie ses doutes à Rue. Elle ne comprend pas que Pita lui ait sauvé la vie alors qu'il était avec les Carrières, et elle se demande si c'est l'effet du venin des guêpes qui l'a fait voir ça. Rue raconte que non, qu'elle a espionné leur campement et qu'il n'est plus avec eux. Non mais elle est quand même incroyable, Rue, quoi. Elle a eu l'esprit et le courage d'aller espionner les Carrières avant de venir et suivre Katniss. Je sais pas, c'est... Elle est trop forte. Elle est impressionnante. Mais elle est vraiment insaisissable. Trop forte. Et là... c'est le retour de Katniss la parano. Elle dit à Rue qu'il a certainement agi comme ça pour continuer à faire croire aux sponsors qu'il est amoureux d'elle. Rue comme nous, elle est pas convaincue, et alors que... Elle y a bien cru quand même à cette histoire. Et là, dans le film, Rue, elle a pas l'air de croire que Pita et Katniss sont amoureux. Elle dit « Est-ce que toute cette histoire est vraie ?» Avec un petit air de dire quand même, dis-moi la vérité, là, c'est pas vrai, hein. Alors que dans le livre, elle est plutôt étonnée. Elle dit qu'elle pensait pas que c'était un jeu, quoi. Donc, pas tout à fait pareil. C'est vrai qu'elle a un petit air mignon, genre... Oh, trop adorable. Ouais, ça fait la copine qui veut savoir alors comment ça se passe. Raconte. Voilà, elle va être déçue du voyage. Le girl strip qui tourne mal. L'hymne s'achève et Katniss en profite pour essayer les lunettes de nuit. Elle y voit comme en plein jour et, petite pensée pour Amandine, elle y voit même, je cite, une moufette qui se dandine. Avant de se dire qu'elle pourrait la tuer depuis son point d'observation avec facilité. Coucou Arlène. Non, mais laisse cette moufette tranquille. Elle se demande aussi s'il y a d'autres lunettes comme celle-ci dans les jeux,
Et Rue a la réponse. Les carrières en ont 2 paires, avant d'ajouter avec dépit qu'ils ont littéralement toutes les fournitures dans leur campement au bord du lac. Roux, c'est une véritable mine d'or d'informations. Mm. Tu lui demandes quelque chose, elle a la réponse. Mais oui. Katniss se révèle donc stratège et lui explique que sans leur fourniture, ils n'ont plus rien et n'ont pas non plus les ressources nécessaires pour se débrouiller dans la nature, comme elles le font si bien elles. Oui, oui, ça a à peu près du sens, ça va, ça. Et que maintenant, il est grand temps de montrer les crocs et de passer à l'attaque. J'adore leur discussion. Elles ont vraiment un chouette duo. Et là, on voit bien le plan qui se met en route dans le cerveau de Katniss. Mm. Mhm. La petite ampoule qui s'allume. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, elle retrousse les manches, elle sort le bandeau de Rambo, là, et attention, ça va déchirer. Eh bien, merci Claire pour ce résumé. Sur cette fin de chapitre palpitante, on va maintenant passer au nommage de chapitre. Amandine, tu veux bien nous partager le ou les tiens? Oui, j'en ai 2 cette fois-ci, c'est assez rare. J'en ai un qui est une blague et un qui est pas drôle. pour vous annoncer la couleur. Je vais commencer par le pas drôle. Hein. Ouais. Le premier, c'est donc La roue tourne. Voilà, classique. Mhm. Est-ce que c'est un jeu de mots avec le prénom de Rue? Oh. J'y avais même pas pensé. Moi, je voulais te demander si le deuxième, du coup, qui est drôle, c'est la citation de Ribéry, la roue tourne, va tourner. Ah non. Ça aurait pu. Non, le deuxième, c'est Katniss ouvre un KFC. Parce qu'elle mange dedans. Le nouveau sandwich au Ryan Gosling. Et toi, May, tu étais inspirée par les muses pour ce chapitre? Non, pas du tout. J'en ai qu'un pas drôle. J'ai noté Alliance amicale. C'est mignon. Mhm. C'est pas mal. Et Claire, est-ce que tu fais de l'impro aujourd'hui ou tu avais trouvé quelque chose? Ce n'est pas de l'impro, mais vous allez quand même être déçus. Non, c'est pas fabuleux. J'en ai 2. J'ai Alliance au coin du feu. Oh. Mhm. Et le deuxième, c'est... Je suis pas sûre de l'assumer jusqu'au bout. Un feu, du poulet et Walker Texas Ranger. Ce qui est drôle, c'est que tous les gens nés après 2000 n'auront aucune rêve de ce podcast. Est-ce que tu es en train de dire qu'on fait un podcast pour les trentenaires? Oui. Je pense, oui. Oh là là, parce qu'on a des belles blagues, hein, mais franchement, les gens vont pas comprendre. La Gen Z va être un peu perdue. Complètement. Et toi, Arwen, t'as trouvé quoi? Eh ben, moi, j'en ai trouvé 2. Il n'y a pas de blague. Le premier, c'est Bienvenue au jeu de la fin. Parce que là, ça y est, Katniss, elle va vraiment montrer aux carrières ce que c'est la fin. Et le deuxième, c'est Les oiseaux Folornis. Parce que, voilà, avec Ruck, Katniss, elle compare souvent un oiseau prêt à s'envoler. Puis Katniss, qu'on compare au géomoqueur, voilà. C'est mignon. Ah, c'est bien. C'est mignon. Eh bien, merci les filles d'avoir encore joué le jeu du nommage. Moi, j'adore cette chronique. C'est la meilleure chronique. Mais oui. On peut enchaîner avec notre personnage et moment marquant. Mais tu commences? Alors, en personnage préf, j'ai mis Roux. Mhm. Parce que, voilà, elle est incroyable. Comme vous avez dit tout à l'heure, elle va espionner les carrières, tranquille. Elle va faire son petit tour. Elle va aider Katniss avec les guêpes. Elle va la soigner. Enfin bref, elle est partout. Elle est aux petits oignons, cette petite Roux. Et elle a que 12 ans. Donc c'est ce qui est d'autant plus ouf. C'est clair. Et on fait le moment marquant en même temps. Oui. J'ai mis la dernière petite phrase de la fin où on a le plan qui germe dans la tête de Katniss. Ça, c'est trop bien. Et toi, Claire, qu'est-ce que tu as choisi? Sans aucune surprise, j'ai choisi Rue aussi. J'aime bien le côté vraiment insaisissable
On dirait presque qu'elle est invisible, elle sait exactement toujours où se placer, comment se placer pour pas être vue. Enfin, je la trouve fabuleuse. Et j'aime vraiment trop ce personnage. Et mon moment préféré, c'est quand elles parlent de leur vie respective et qu'on en apprend plus sur la vie dans le 11. Je trouve que c'est une mine d'or absolument... Enfin, pour tout l'univers de la saga, je trouve ça super intéressant. Et même les voir comparer un peu leur vie respective, je trouve ça super touchant et j'aime trop. Et Amandine, tu as retenu la même chose ou pas? Bah, c'est marrant que tu poses la question comme ça parce que mes réponses, c'est exactement ce que vient de dire Claire. J'ai choisi Rue pour les mêmes raisons et le moment du partage entre les deux, voilà, tout pareil. Ouais, bah voilà, moi aussi, hein, mon personnage préféré c'est Rue parce que voilà, au final elle est aussi débrouillarde que Katniss alors qu'elle a 4 ans de moins, enfin, c'est incroyable. Et mon moment c'est quand Katniss elle partage son repas avec Rue parce qu'elle voit qu'elle n'a jamais eu beaucoup à manger comme elle, sauf qu'elle n'a pas appris à chasser. J'ai trouvé que c'était un beau geste de solidarité et puis j'aime bien leurs petites discussions voilà, autour du repas. C'est vrai que c'est très sympa. Eh bien, on arrive bientôt à la fin de cet épisode, mais avant de se quitter, Amandine nous a préparé une petite surprise. Oui. Est-ce qu'on doit deviner ou pas? Vous pouvez essayer de deviner. C'est un personnage? Ce n'est pas un personnage. Des personnages? Non. Un acteur? Non, mais on se rapproche dans l'idée. Une actrice? Non. Question de casting? Non, c'est pas par rapport au film. Le tournage? Un lieu? Non, on est sur une personne. Sur Une vraie personne? Sur Une Suzanne? vraie personne. On est sur Suzanne. Oh, on est sur Suzanne! Eh oui, hello Suzy. Je vais raconter ta vie. Eh oui, Suzanne Collins. Raconte-nous tout. Alors, Suzanne Collins est née à Hartford, dans le Connecticut, le 10 août 1962. Elle a donc 63 ans à l'heure actuelle. Ah, comme ma maman. Coucou maman. Salut maman Darwin. Donc c'est Suzanne, ta maman? Oh waouh, elle nous a caché des choses! Tout se recoupe aujourd'hui. Est-ce que ta maman est également la plus jeune de 4 enfants? Non. Ah, donc ce n'est pas Dommage. Suzanne. Parce que Suzanne est la plus jeune de 4 enfants. On n'a pas beaucoup d'informations sur sa mère. En revanche, on en sait un peu plus sur son père. Il était lieutenant-colonel dans l'armée américaine. Il a servi pendant la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Le grand-père et plusieurs des oncles de Suzanne ont participé aux 2 guerres mondiales. Alors, je reviendrai sur ça plus tard, mais ce contexte familial a influencé son écriture et ses inspirations, comme vous vous en doutez sûrement. Suzanne fait son lycée à Birmingham, dans la Alabama School of Fine Arts, avec une spécialité en théâtre. Elle poursuit ses études par un bachelor en art à l'université de Bloomington, dans l'Indiana, avec un double parcours en théâtre et télécommunications, jusqu'en 1985. Elle obtient en 1989 son master des beaux-arts en écriture dramatique dans une université de New York. Suzanne Collins commence sa carrière en 1991 en tant que scénariste pour des émissions télévisées pour enfants. Elle a travaillé sur plusieurs émissions pour la chaîne Nickelodeon, notamment, alors je sais pas si vous connaissez Clifford le chien rouge. Ah ça vous oui! parle? C'est un gros chien, non? C'est ça, c'est un gros chien rouge. Et il existe une série spin-off qui s'appelle Clifford's Puppy Days, ou Bébé Clifford en français, qui a été faite entre 2003 et 2005, et qui est un préquel de Clifford le gros chien rouge. Et Suzanne Collins a écrit plusieurs épisodes de cette série. Elle se consacre ensuite à l'écriture de livres et publie le premier tome d'une saga bien connue. Je parle évidemment de... Hunger Games? Grégor, et oui, il fallait pas se faire avoir. Oh.
Il s'agit d'une saga jeunesse de fantasy en 5 tomes, écrite entre 2003 et 2007. Oh. Donc dans la saga Grégor, on y suit les aventures de Grégor, qui est un petit garçon de 11 ans, qui, en suivant sa petite sœur dans les rues de New York, tombe dans une trappe. Ils atterrissent dans un monde souterrain où vivent des habitants à la peau translucide et des animaux géants, plus particulièrement des rongeurs. Oh, sympa. C'est des capybaras. T'as dit entre 2003 et 2007, c'est ça? Ouais. Et Hunger Games, Juste- c'est sorti en 2008. 2008, elle a enchaîné Ouais. les deux. Ouais. Alors moi j'ai pas lu la saga Grégor, mais je serais curieuse d'avoir des retours, donc si des auditeurs connaissent et les ont lus, voilà, faites-nous signe, dites-nous si ça vaut le coup. Par contre, j'ai vu que c'est plus systématiquement disponible dans les librairies, donc voilà, faut faire attention si jamais on veut se lancer dans la lecture de la saga Grégor, voir s'il y a les 5 tomes disponibles. Peut-être qu'il faut mieux privilégier la bibliothèque. Mais j'ai aussi vu qu'il y a une nouvelle édition du tome 1 qui est paru le 29 avril 2026, donc potentiellement Oh les oui, autres on peut suivront. tous refaire, ouais. Affaire à suivre. Pour les inspirations de cette saga, Suzanne Collins fait un rapprochement avec Alice au Pays des Merveilles. Elle s'est fait la réflexion que, à New York, il y avait plus de chances de tomber dans une bouche d'égout que dans un terrier de lapin, et que, dans tous les cas, tu n'y trouveras pas une tea party. Voilà le concept de base, mais le thème de la saga est la guerre. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Alors je vais citer ce qu'elle a dit dans une interview. Donc dans la saga Grégor, Suzanne Collins aborde la notion de guerre injuste qui devient juste en raison de l'avidité, de la xénophobie et de haine ancrée depuis longtemps dans le cœur des gens. Là, j'ai pas les rêves parce que c'est vraiment sur Grégor, donc je sais pas à quoi ça correspond exactement. Quand Suzanne Collins terminait l'écriture du dernier tome de la saga Grégor, elle réfléchissait déjà à son projet suivant. Elle savait qu'elle voulait continuer à aborder le thème de la guerre pour un jeune public, mais avec un angle différent. Alors, je vous ai dit au début que le contexte familial de Suzanne Collins l'a impactée. Quand elle était enfant, son père était au Vietnam pendant la guerre. Et quand elle regardait la télé, elle tombait parfois sur des images de ce qu'il se passait au Vietnam, et elle savait que son père y était, et c'était plutôt effrayant pour elle, donc ça l'a beaucoup marqué. Et plus tard, elle a aussi vu son père subir des angoisses extrêmes et des cauchemars. Il était atteint de troubles de stress post-traumatique. Tout à l'heure, dans la citation que j'ai faite, il y avait les termes de guerre juste, et dans la même interview, Suzanne développe ce qu'elle veut dire par là, donc je vais encore la citer. La notion de guerre juste s'est développée au cours des millénaires pour tenter de définir les circonstances dans lesquelles vous avez le droit moral de déclarer la guerre et les limites de ce que vous pouvez faire pendant et juste après, le pourquoi et le comment. En plus du concept de la guerre, on retrouve dans Hunger Games le concept de l'industrie du spectacle. Alors c'est une anecdote qu'on a déjà mentionnée ici, mais l'idée des Hunger Games est venue quand Suzanne Collins zappait entre différents programmes de télé-réalité et des émissions consacrées à la guerre en Irak. Dans ses inspirations pour écrire la saga, on trouve un autre pilier qui est la mythologie grecque, et en particulier le mythe de Thésée. Alors on en a déjà parlé un petit peu dans un autre épisode, mais pour aller plus en détail et se rafraîchir la mémoire, je vais faire une petite piqûre de rappel. Donc Thésée est le prince d'Athènes, et il participe à un tirage au sort qui envoie 7 garçons et 7 filles en Crète pour combattre le Minotaure, la créature mi-homme, mi-taureau. Dans une version du mythe, les Athéniens subissent ce châtiment suite à une défaite militaire contre la Crète. Les jeunes gens se retrouvent dans un labyrinthe ou dans une arène selon les versions. Suzanne Collins a gardé l'idée de l'arène sans le Minotaure et s'est également inspirée des films de gladiateurs de son enfance, dont Spartacus. C'est l'histoire d'une personne qu'on a jetée dans l'arène et qui s'en échappe pour prendre la tête d'une rébellion et devenir la figure emblématique d'une guerre. Donc on voit bien les liens qui se font. Donc voilà pour la vie de Suzanne Collins, et j'ai un petit bonus.
Oh. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments sur sa vie, parce qu'elle est très discrète, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais de temps en temps, elle donne quelques interviews. Et dans une des interviews que j'ai trouvées, elle parlait des livres et auteurs qui l'ont inspirée quand elle était plus jeune. Ah, trop bien. Donc voilà, je vais vous faire la liste des livres qui l'ont inspirée. Elle cite donc Sa Majesté des Mouches de William Golding, 1984 de George Orwell, Un raccourci dans le temps de Madeleine L'Angle. En SF, elle cite les auteurs Ray Bradbury et Kurt Vonnegut. Vonnegut, je sais pas comment on dit. Et elle cite également Un arbre pousse à Brooklyn de Betty Smith et Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. Et elle termine aussi en parlant de Germinal de Émile Zola. Et elle dit que c'est probablement à cause de ce livre-là que le district 12 a pour spécialité le charbon. Trop bien. Voilà, petite anecdote supplémentaire. Et voilà pour la vie de Suzanne Collins. Bah super, Merci. Amandine. Merci. C'était super intéressant. Avant de clôturer cet épisode, est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Moi, j'ai ajouté un petit cœur qui est apparu comme par magie il y a 30 secondes. Juste pour vous demander si vous aviez vu sur les réseaux, je suis tombée sur une vidéo tout à l'heure, je pense qu'elle doit pas être sortie il y a très très longtemps, où on a des images de la pièce de théâtre un peu type musical là, et en gros ils ont fait une espèce de, pas de teaser parce que c'est déjà sorti, mais de petites vidéos où on voit des morceaux du spectacle et ça a l'air mais waouh. Non, j'ai pas vu. Faut que tu partages. Non. Je crois que je l'ai vu avec le conte de la voix des Gémeaux cœur en plus. En même temps, je suis pas sur les réseaux, donc... Ouais, c'est pas faux. C'est pas une sorte de trailer un peu comme un film? Ouais, ça fait plein de petits morceaux et tout. On voit plusieurs scènes différentes, on entend que ça chante et tout. Il y a du feu partout. Je me souviens pas de tout ça. J'ai vu un trailer, mais on a peut-être pas vu le même. C'est sur le compte de The Hunger Game on Stage sur Instagram. Et effectivement, la vidéo, elle date, mais je l'ai seulement vue là. Ça date du 19 février, hein, donc il était peut-être temps. Mais Ah oui, donc si ça se trouve, je l'ai déjà vu. c'est juste que t'as déjà vu. Mais il y avait vraiment plein d'images de différents moments et c'est vraiment fou. Voilà, c'est tout. Mais bon, du coup, si effectivement c'est pas récent, elle sera peut-être pas obligée de le garder. Parce que du coup, Manny, t'en as déjà parlé, donc c'était peut-être déjà sorti au moment où t'en as parlé. Bah, je suis pas sûre qu'on en ait parlé dans le podcast. J'avais parlé de la pièce de théâtre, mais j'avais peut-être pas dit qu'il y avait des... Parce que c'était au moment où ça commençait à peine à sortir. Ouais. Donc il n'y avait pas d'image disponible. Ouais, donc sachez-le, sur le compte The Hunger Games on Stage, tout attaché, il y a une longue vidéo et c'est plutôt sympa, hein. Franchement, notamment Effie et César, ils ont vraiment une bonne tête comme dans les films. Donc pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie d'aller à Londres, allez regarder cette vidéo. Ouais, non, franchement, j'ai été bluffée par le... Parce que bon, on sait que la scène, elle est ronde et que du coup, tout se passe au milieu et que tous les gens sont autour. Mais je trouve que les décors qu'ils y mettent et les effets qu'ils y mettent, c'est fou, hein. Ça a l'air vraiment sympa. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'on pourra mettre la vidéo en story Ouais. sur le compte de La Voix des Gémeaux cœur. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Moi, je voulais revenir sur une question qu'on a eue à l'épisode précédent et on n'y avait pas répondu parce qu'on n'y avait pas réfléchi à l'avance. C'était une question de Zoé qui se demandait quelle surface en kilomètres carrés faisait l'arène. Donc j'ai fait les maths juste avant de commencer l'enregistrement. Oh là là, Génial. Amandine, je vais complètement zapper. Alors c'est approximatif, hein, je vous préviens. Donc j'ai regardé la vitesse de marche moyenne et j'ai vu qu'on était sur du 5 km par heure. Et à partir de là, j'ai estimé, donc j'ai pris le premier jour en fait où Katniss part de la corne d'abondance et elle marche jusqu'à quasiment la limite de l'arène.
Donc je me suis dit peut-être qu'elle marche pendant 10 heures. Je vous ai dit c'est approximatif. Donc j'ai fait 5 x 10, ça fait donc 50. Et donc si on part du principe que la corne d'abondance est au centre de l'arène, ce qui n'est pas sûr du tout, mais bon, il faut faire des approximations, ça ferait donc un rayon de 50 km à peu près. Et donc à partir du rayon, on peut calculer l'aire d'un cercle. Donc l'aire c'est pi fois le rayon au carré. Donc pi fois 50 au carré, ça donne 2500 km². Énorme, non ? Et donc ouais, ça me paraît énorme. Et pour faire une comparaison, j'ai vu que l'île de la Réunion fait 2512 km². Ça paraît beaucoup, quand donc même. la reine ferait la taille de la Réunion. Quasiment. Mais à quoi ça sert d'avoir une arène si grande ? Je sais pas. Ouais, on s'était déjà posé la question. Après, Katniss, avec son habitude d'aller chasser, peut-être qu'elle va un peu plus vite. Ah bah non, mais du coup, c'est pire, ça veut dire qu'elle fait encore plus de distance. Si elle va plus vite, si elle marche plus vite. Ouais. Ça dépend peut-être du dénivelé aussi, si c'est du plat ou... C'est vrai qu'on sait pas trop si ça grimpe énormément ou pas. Je crois qu'elle pas mentionnait... Elle le Il dit y a de des temps en moments temps, où elle dit que ça monte un petit peu, mais on ça n'a n'a pas pas l'air d'être des idée. montagnes non plus, quoi. Oui, voilà, ça n'a pas l'air... Ouais. Pas l'air Oui, voilà, foufou. oui. Ah, ça paraît beaucoup quand même, hein. Donc voilà, c'était les maths approximatifs. Elle parle de vallée à un moment donné. Mais bon, ça ne donne pas beaucoup d'infos quand même. Ouais, c'est ça. Mais si c'est ça, c'est énorme, hein. Bah, merci Amandine d'avoir fait les maths parce que c'est très impressionnant. Mais attendez, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Pardon. Je suis en train de recalculer. Et en fait, c'est juste... Mais c'est encore pire alors. Parce que 2500, j'avais pas... 2500, c'était juste le rayon au carré. Mais si je multiplie par pi, je tombe sur 7850. Ah waouh, non, c'est pas possible. La reine ne peut pas faire 7000 km² du coup. Mais j'ai fait quoi comme maths? Je sais pas. Écoutez, peut-être qu'on peut annuler ces maths parce que vraiment, je sais plus faire. Si on a des gens qui s'y connaissent bien en chiffres dans nos auditeurs et qui seraient prêts à faire le calcul, envoyez-nous des messages. Bon, et bien sur ce, il est maintenant l'heure de dire au revoir à nos auditeurs. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à enregistrer. Apparemment, c'est le cas de Zoé SPN qui nous dit qu'elle est ravie de pouvoir alterner une semaine sur deux entre Fréquence 9.3 et la voix des Gémeaux cœur. Si vous aussi, vous avez envie de nous partager vos avis, réflexions ou autre chose, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les applis d'écoute qui le permettent ou sur Instagram, ou nous envoyer une missive interdistricte à l'adresse lavoixdesgémeauxcoeurs@gmail.com. N'oubliez pas également de mettre 5 étoiles lorsque c'est possible, cela nous aide grandement. D'ailleurs, on a eu quelques retours qu'on va se faire un plaisir de vous partager. Brouette revient sur la discussion qu'on a eue sur les volcans à Clermont-Ferrand. Donc, coucou Claire. Hello. Et elle nous dit qu'il y a bien les deux types de volcans dans la région, donc effusif et explosif, et qu'il y a un parc d'attractions appelé Vulcania qui propose plein d'hypothèses sur ce qui se passerait si l'un des volcans se réveillait. Aussi intéressant qu'effrayant. Je sais pas si tu connaissais Claire du coup. Ouais, c'est au-dessus de Clermont, il me semble. Et j'ai la même conclusion que toi à chaque fois qu'on a cette discussion. C'est aussi intéressant qu'effrayant, donc... On pourrait faire des films blockbusters à l'américaine sur le réveil des volcans d'Auvergne, ça serait drôle. Enfin, drôle non, mais... Ce serait bien. Je vais encore faire la guide touristique de Clermont-Ferrand, mais en plus, on a la cathédrale de Batman. Donc... C'est quoi cette histoire de cathédrale de Batman? Notre cathédrale, elle est toute noire et du coup, elle fait un peu dark gothic, tu vois. Et donc, ça ferait bien dans un film d'action. Voilà. Bon, si jamais il y a des personnes qui nous ont écoutés jusque-là, vous pouvez mettre des compliments sur Clermont-Ferrand en commentaire.
J'en profite, j'en rajoute une couche un petit peu pour que ça donne envie de venir dans la ville. Et si vous êtes producteur de films, n'hésitez pas. On a des idées. Ah oui, oui. Sinon, dans ma région, moi, il y a eu un film qui a été tourné à Dunkerque. Voilà. Le film Dunkerque. Voilà. Ouais, du coup, est-ce qu'il y a des films à Metz et à Bordeaux? Et moi, je suis pas à Metz, je suis à Nancy, d'abord. Oh mince! Pourquoi dans ma tête t'étais à Metz? Bon, il y en a sûrement, oui, des films tournés à Nancy. Moi, je sais que... Alors, je crois qu'il y a eu un tournage l'été dernier ou l'été d'avant à Bordeaux. Je me demande si c'est pas sur Les Misérables ou quelque chose comme ça. Bah, Je sais pas si c'est sorti il y a eu un film qui s'appelle Les Prisonnières de Bordeaux, c'est peut-être tourné à Bordeaux. Sûrement. Ah, chez moi, il y a eu aussi Bienvenue chez les Ch'tis aussi. Je crois que t'as toutes les productions France 2 aussi. Tourne vers Lille plutôt, mais... Ouais. Sinon, on a Anaïs C8097, elle, qui revient sur le fait que l'arène des 74e est moins riche en mutations génétiques et semble favorable à Katniss. Pour elle, c'est parce que les Game Makers voulaient sûrement mettre le paquet pour l'expiation, et il fallait que cette édition soit favorable à Katniss pour qu'elle gagne. Ah. Et elle nous dit même que Suzanne Collins en aurait parlé en interview. Donc ça serait intéressant, si tu sais retrouver cette interview, on serait ravis de partager. Mais du coup, pourquoi il voudrait favoriser Katniss? Bah là, ce qu'elle dit, c'est que c'est un outil narratif, quoi. C'est parce qu'il fallait favoriser le personnage principal pour qu'elle gagne, quoi. Ah. Et donc Anaïs nous dit aussi, ainsi que Lolotte, que la corne d'abondance tourne bien, en fait, dans les livres. Donc c'est dans le chapitre 23 de l'embrasement. Donc merci, parce qu'il me semblait bien aussi que ce passage existait bien dans les livres. Morale de l'histoire, prenez 30 secondes pour aller regarder dans le livre et ne pas faire confiance à ChatGPT. Strandrill74 relance le débat Team Gale ou Pita en précisant qu'il n'aime pas Gale mais n'est pas non plus fan de Pita. Comment ça? Bah... Il nous précise aussi qu'il n'a pas lu les livres et qu'il découvre donc tous les détails grâce à notre podcast. Mais qu'est-ce que tu attends? Cours chercher ces livres! Et écoute-nous toujours, c'est très bien. Oui. On fait également un petit big up à Raphaël Becher, désolé pour la prononciation si c'est pas ça, qui nous confirme qu'il y a bien des personnes qui nous écoutent aussi sur YouTube. Oh. Merci beaucoup! Merci. Enfin, on vous a demandé la dernière fois de nous proposer des noms pour notre communauté. Et ma mère nous a proposé Pita Colada. Promis, ma mère n'est pas une alcoolique. Oh, elle vient du Nord, donc. Est-ce qu'on peut Donc, donner voilà. un point à ta mère? Parce que ça Ah bah, fait elle va être quand même contente. 2 fois qu'on la cite. Et on sait qu'elle nous écoute. Voilà, on attend d'autres propositions et on vous fera peut-être un petit sondage, non? Ah bah ouais. Pour voter, C'est une bonne idée. si on a d'autres choix. Et sinon, on vous dit à dans 2 semaines pour découvrir enfin le plan de Katniss pour ruiner la nourriture des carrières. Réel ou pas réel? À bientôt! Au revoir. À bientôt. Au revoir.